Salut Rémi, Salut Anthony. on se retrouve aujourd'hui dans cette interview qu'on a longuement hésité de réaliser parce que on a l'habitude de prendre de faire appel à des personnes qui sont externes au groupe et donc des gens qu'on ne connaît pas ou qui ont été préconisés. Là en l'occurrence c'est très particulier parce qu'en fait on est associés, donc l'histoire que tu vas raconter c'est aussi un petit peu la mienne. Ça fait plus de 15 ans qu'on a fait sur des SCI. Donc le but de l'interview, c'est évidemment d'expliquer à deux types de profils. C'est d'un côté au courtier en prêt immobilier, un petit peu les attendus et de l'agence immobilière par rapport à ce ils vont avoir besoin de faire, sachant qu'une grosse partie de leurs apporteurs sont les agents immobiliers. Mhm. D'autre part, tout ce que tu vas pouvoir dire avec l'expérience que tu as, parce qu'on a quand même une expérience très large dans le monde de l'immobilier, en agence, tu, tu vas apporter énormément de valeur aussi au travers de ton histoire aux agents immobiliers qui vont pouvoir s'inspirer de ça, que ce soit au niveau des équipes commerciales, du commerce, de la vente, etc. Donc voilà, comme la coutume le veut, je vais te laisser te présenter donc, au niveau de comment tu as démarré les études, euh, ton parcours, et voilà, donc je te laisse à toi la parole. Très bien. Donc je m'appelle Rémi Janssen, j'ai 35 ans et je suis actuellement en fait directeur de plusieurs agences immobilières. Pour arriver en fait à être directeur d'agence, évidemment j'ai commencé en fait en tant que simple conseiller immobilier, et pour devenir simple conseiller immobilier, je suis passé en fait par un processus en fait de scolaire, donc de l'obtention en fait d'un BTS profession immobilière, donc que j'ai passé en fait et que j'ai obtenu à Paris 13. C'était pas, c'était pas gagné d'avance. C'est C'était ça que tu veux pas dire? gagné d'avance, c'était pas gagné d'avance, mais voilà, donc je l'ai fait en alternance, ce BTS, parce que je voulais rentrer en fait dans le monde du travail tout de suite après le bac en fait. J'étais pas quelqu'un qui était très porté en fait sur les études, sur la scolarité, donc voilà, je voulais vraiment en fait rentrer très rapidement en fait dans le monde du travail. Euh, donc obtention du bac, obtention du BTS 2 ans après en alternance. J'ai poursuivi après sur une licence PAB, donc patrimoine, assurance et banque, que j'ai stoppé en fait en cours d'année, parce que voilà, j'avais trouvé ma vocation, le métier de l'immobilier, et je voulais vraiment faire mon domaine, quoi. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé? Comment t'es rentré dans le... T'as démarré par de l'alternance? Tout à fait. Comment t'as commencé à travailler, du coup? Bah, du coup, en fait, BTS immobilier, c'est tu trouves une école, et pour te valider en fait ton école, il faut que tu trouves une entreprise, donc une agence immobilière. Moi, j'ai choisi en fait tout de suite en fait une agence immobilière spécialisée dans la transaction. Donc moi, je n'ai jamais fait de gestion, jamais fait de syndic. J'ai toujours fait en fait uniquement de la transaction, donc achat et vente dans l'immobilier. Et c'est à cette occasion en fait que je te connaissais depuis longtemps, et je savais que ta mère en fait était agent immobilier depuis presque 30 ans maintenant, hein. Et donc je me suis rapproché d'elle. Elle avait une agence à Arnouville, dans le Val d'Oise, 95. Et moi j'habitais Villers-le-Bel en fait à l'époque, donc je suis de la ville voisine. Et donc je l'ai sollicité en fait dans ce cadre-là, en lui disant voilà, je travaille en fait, j'ai une école, je vais faire de l'immobilier, est-ce que tu recrutes? Et puis bon, elle m'a donné ma chance, et je le remercie. Et on a commencé en fait à travailler comme ça depuis pendant 2 ans. 2 ans en fait en alternance, puis une année en fait supplémentaire à temps plein. C'est vrai qu'après, moi, je vous ai rejoint crise des subprimes, je crois, vers septembre, novembre Hum, 2008 ou 2009, c'est ça, 2009, je c'est ça, crois, c'était ça? 2008. 2008, 2008. Euh, Moi qui te connaissais un petit peu d'avant, en fait, on se connaissait depuis le collège, en fait. Ouais. Hors école, en fait, on Hors n'était pas tout, du hors tout à la même tout, école, hors hein, tout, voilà. on s'est rencontrés en soirée, comme ça, quoi. Et tu me rejoins d'ailleurs mon lycée un peu par hasard. Mhm. À Donc on Saint-Denis. a, à Saint-Denis, Mhm. toujours. On a passé des années ensemble comme ça. C'est vrai qu'après, quand toi, t'avais redoublé, je crois, hein. On avait, nos Ouais. chemins se sont un peu séparés à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés un petit peu par hasard dans l'agence. Et je me souviens quand je suis arrivé, ça faisait déjà une bonne année que tu étais là. Mhm. Tu étais déjà bien implanté, tu avais déjà quand même un chiffre d'affaires. Moi, je t'ai connu en introverti. Mhm. Et un des points qui est intéressant, je pense, à mettre en valeur, c'est comment, en tant qu'introverti, parce que tu n'étais pas du tout
à être entouré de 50 000 personnes, tu n'avais pas cette appétence à la relation sociale, un peu comme moi à l'époque. Et pourtant, tu étais vraiment très bon et surtout, tu étais jeune, tu étais en alternance. Je me souviens à l'époque, tu arrivais à faire des chiffres de concurrents qui étaient à temps plein dans les très bonnes agences. Je me souviens d'une année où tu as fait 150 000 € hors taxe en alternance. C'est un chiffre de quelqu'un qui est à temps plein et qui reçoit plein de médailles dans certaines enseignes. Enfin, c'est vraiment des chiffres qui sont très bons, surtout en pleine crise à l'époque. Comment tu t'es trouvé un feeling avec la vente? Je t'aurais plus vu à l'époque en gestion locative, quoi, plutôt qu'en vente. Bah, le feeling avec la vente, en fait, je crois que déjà, il n'y a pas de feeling en fait, avec la vente tant qu'on n'a pas essayé déjà. Donc la première chose, déjà, c'est de se lancer et voir après sur le tas. En fait, voilà, il faut déjà se lancer. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut bien, enfin, moi, j'ai pas choisi l'immobilier pour l'immobilier. J'ai choisi en fait le domaine du commerce en fait à l'époque. Hein. J'étais plutôt en fait ce que je voulais principalement, c'était de la liberté. D'accord, je voulais pas être derrière un bureau. Voilà, c'est pas du tout mon truc en fait. Les horaires, c'est pas quelque chose en fait qui m'attire en fait énormément. Hein. Les contraintes horaires, les contraintes salariales, les contraintes derrière un bureau. Voilà, moi j'ai besoin de liberté et aussi en fait de pouvoir construire en fait mes propres revenus. Et en fait, dans le monde du commerce, il y avait finalement peu de domaines d'activité. Et le meilleur en fait, c'était l'immobilier. C'est pour ça que j'ai choisi en fait de rentrer pleinement dans l'immobilier pour pouvoir en fait être tout le temps en fait en extérieur, parce que le travail d'agent immobilier c'est pas un travail d'informaticien, on n'est pas derrière en fait son bureau et son écran, donc c'est un travail qui se fait en extérieur, il n'y a pas de routine, et aussi en fait les revenus on les construit en fait autour de son travail, son sérieux, et plus on travaille, plus on peut gagner de l'argent dans l'immobilier. Il n'y a aucun plafond, aucune limite. On sait que le BTS immobilier, c'est pas lui qui t'a formé à la vente, hein, d'ailleurs. On n'apprend pas, Ah bah il n'y a non, pas de base suffisamment solide ah bah pour non. apprendre à vendre. D'ailleurs, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le BTS a une formation initiale, c'est-à-dire générique, sans alternance, et en fait une formation en fait aussi en alternance. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai appris la vente en agence. En l'espace de 3 mois, en fait, je ne découvrais plus rien en fait dans le BTS après derrière. Quoi. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on a recruté beaucoup de monde par la suite, des gens qu'on a fait arrêter l'école, en fait. Parce que nous, notre expérience, il y avait beaucoup de monde. Le BTS va apprendre en fait les bases plutôt juridiques. Et puis c'est très long, 2 ans. C'est 2 ans. Ouais. Quand tu récupères, quand tu démarres avec quelqu'un en alternance sur un BTS IMO, on sait très bien que voilà, il sera à jour. Même les compétences théoriques qu'il aura, il s'en servira quasiment pas en transac, ou très peu. Il va les apprendre très vite dans l'entreprise, puisque s'il les a pas, il ne peut pas travailler. Bah, disons que moi, j'ai beaucoup de camarades en fait, hein, dans ma promo. Ce qu'on remarquait aussi beaucoup, c'est que c'est des gens qui, premièrement, se cherchaient. Hein, donc, pourquoi pas l'immobilier? Mais avant toute chose, c'est des gens qui voulaient valider en fait un cursus Bac+2. C'est-à-dire que leur motivation, c'était pas vraiment de faire l'immobilier, c'est d'obtenir un diplôme. Ouais. Et en fait, moi j'ai très. Ils ont arrêté aujourd'hui. Bah, ils ont tous arrêté. Ils ont validé en fait un Bac+2 et ils sont plus du tout dans l'immobilier aujourd'hui. Ouais. Moi j'ai trouvé le temps très long en fait en BTS, hein. Très long. Pour toi, tu es dans l'alternance, c'est un peu plus speed. Ouais, mais voilà, je pense en fait qu'il y aura peut-être voilà, quelque chose à faire là-dessus en fait pour réduire en fait les délais de formation, puisque finalement à partir du moment en fait on peut démarrer des métiers beaucoup plus vite que ça. Bien sûr. Ouais. Et du coup, comment tu as été formé du coup, quand tu es rentré dans l'agence. Ouais. Donc finalement, tu as été formé à l'époque, je pense, par Marc. C'était le directeur commercial de l'agence. Tout à fait. Bah, j'étais formé par un très bon directeur commercial qui m'a formé en fait aux techniques de vente, aux techniques de prospection, toutes les méthodes en fait, de vente en fait d'un agent immobilier quoi, qui commence en fait. Ouais. Ok, c'est intéressant. Et c'est là, c'est à partir de ce moment-là en fait que j'ai pris conscience que finalement en fait le commerce c'est pas compliqué. Ouais, c'est de la méthode. C'est de la méthode, c'est de l'implication, c'est de la détermination, de la résilience aussi, mais en fait c'est pas compliqué. Donc c'est ouvert à tout le monde en fait. Le commerce est vraiment ouvert à tout le monde et il n'y a pas de notion en fait d'introverti ou d'extraverti. L'extraverti fait peur, l'introverti fait peur. C'est l'équilibre finalement en fait entre les deux et le commerce en fait aide. En fait, il y a des commerciaux qui sont très bons en étant introvertis, il y en a qui sont très bons en étant extravertis et l'inverse en fait est possible aussi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est pas un critère. C'est vrai que c'est pas un critère. Ouais. C'est clair que quelqu'un de très méthodique
s'il est capable d'appliquer la méthode de vente et qu'il l'applique avec rigueur, il fera un carnage. Exactement. C'est ça, c'est clair, hein. Et ok, donc du coup, la suite, après le BTS, ta licence, tu l'as démarré, tu l'as arrêté. Ouais, je l'ai arrêté. Ouais. On l'a arrêté. On a commencé à acheter des biens immobiliers en 2009. Dans la deuxième année de mon BTS. Ouais, Ouais, c'est ça, on a monté une SCI, on a commencé à acheter des biens immobiliers. Alors, c'était pas du tout le même marché qu'aujourd'hui, on était en alternance. Et on a acheté que des biens de boutique. Bah, que des locaux commerciaux, ouais, tout à Ouais, fait. c'est ça. Tout à fait. Que des locaux commerciaux. Pourquoi? Pour une raison en fait, très simple en fait, à l'époque. Hein, c'est la rentabilité qui est nettement supérieure en fait, aux biens résidentiels. Hein, souviens-toi qu'en fait, on allait chercher du 8, 9, 10% net de rentabilité. Une souplesse au niveau en fait, des baux. Hein, le bail commercial en fait, est nettement beaucoup plus voilà, beaucoup plus protecteur en fait, que le code civil, hein, que les baux d'habitation. Ouais. Donc voilà, on avait acheté quand même un bon nombre de locaux commerciaux en fait, à l'époque, hein, très tôt. Hein. Ouais. On arrive d'ailleurs en fin de crédit, hein, je te l'annonce en fait. Voilà, il nous reste un an ou deux là. C'est ça, voilà. C'est clair. Et ok. Et 2011, on crée, du coup, dans la même trajectoire, on crée Perfia. Disons que, souviens-toi bien à l'époque, pour justement continuer en fait, cet investissement en fait, dans les locaux commerciaux, quand on ne trouvait pas en fait, sur les sites de particuliers, Le Bon Coin, PAP, on allait taper un peu à la porte des agences immobilières, on se rapprochait des sites comme Se Loger pour chercher en fait, des locaux commerciaux. Et en fait, on s'est rendu compte très rapidement que... À l'époque, il n'y avait même pas les bureaux locaux et tout. Il n'y avait pas, ça n'existait pas, c'était très, très généraliste. Et en fait, on s'est rendu compte tout de suite en fait, que l'agent immobilier qu'on avait en face de nous, il n'avait aucune formation dans l'immobilier en fait, commercial, il ne savait pas ce qu'il vendait, il ne connaissait pas les règles. Alors, on a fait des bonnes affaires grâce à leur incompétence. Hein. Ouais. c'est clair. Même le vendeur ne savait pas ce qu'il vendait en fait. Ah non, il est mal orienté, il est mal aiguillé, mal conseillé. Donc, on a fait de très bonnes affaires grâce à ça. Mais on s'est dit, il y a forcément en fait, une niche, il y a forcément un marché là-dedans, il y a forcément des investisseurs comme nous qui connaissent en fait, ce monde-là. Et pourquoi en fait, on ne développerait pas, pourquoi on ne montrait pas notre propre agence immobilière pour justement en fait, se spécialiser dans la vente de murs de boutique. Et c'est dans ce sens-là qu'on a monté l'agence Perfia en fait, en 2011, donc à Saint-Ouen, dans le 93. C'est un emplacement super stratégique parce que finalement on était au nord de Paris et on pouvait desservir en fait tant le périphérique que toutes les autoroutes A1, A3. Voilà, pour le coup en fait on était bien. Quoi. Donc on a monté cette agence-là. On a recruté 2 commerciaux directs. On a tout de suite des amis d'ailleurs, hein, avec qui on était pareil en fait au lycée, à l'école. On apprenait on bouquinait le soir, on leur vendait l'information le lendemain, comme si on connaissait ça depuis 10 ans, en fait on découvre aussi. Hein. C'est ça. On a vraiment démarré. C'est ça. Et du coup, on a fonctionné comme ça. On fonctionne d'ailleurs toujours en fait, aujourd'hui. On a toujours un service dédié en fait, au commerce. Et c'est qu'à partir en fait, de 2016, qu'on a racheté en fait, un cabinet de gestion locative qui était sous l'enseigne Guy Hockey, sur Drancy. Et ils avaient un petit service, je ne sais pas si tu te souviens, un petit service en fait, de transaction en fait, là-bas. Ouais, ils faisaient 200 000. Voilà, bon, qui était très light en fait. Hein. Ouais. Et puis, donc nous après, on est arrivé en fait avec cette rigueur en fait de l'immobilier commercial et d'entreprise, une détermination de faire, ça, parce que finalement c'est très très exigeant. Ouais. Un vendeur ou un acquéreur, un investisseur en fait dans les locaux commerciaux, ça demande quand même une certaine rigueur. Hein. Ouais. Donc on arrive avec cette rigueur en fait et cette technique commerciale qu'on a développée pour les locaux commerciaux, parce que à la différence du marché résidentiel, le marché des locaux commerciaux en fait, il y a très peu de volume. Le résidentiel, tu peux avoir 1000 ventes par an sur une commune, 1000 DIA. Ouais. Dans les locaux commerciaux, en fait, ça se tourne en fait, peut-être en 4-5 transactions annuelles en fait, sur des petites communes, je parle. Ouais. Après, tu as forcément des centaines en fait, sur des plus grosses communes. Mais donc, ça voulait dire qu'il fallait qu'on soit très très fort en rentrée de mandat. Il fallait qu'on ait le bien. Quand on avait le bien, on avait la vente derrière. Donc en fait, on travaillait toujours en flux tendu. Souviens-toi, en fait, à Perfia Saint-Ouen, on n'avait jamais de stock de mandat. Ça rentrait, le lendemain, c'était vendu. Ouais, c'est ça. Donc finalement, le nerf de la guerre, c'était de rentrer justement des locaux commerciaux, libres ou occupés, à vendre justement en fait, à nos investisseurs. Donc on a développé en fait, pendant des années une certaine compétence en, fait, en rentrée de mandat exclusif. On a mis toutes des techniques de vente en fait, autour de ça.
et qu'on a transporté en fait en 2016 dans le résidentiel. Et boum, on a fait un carton, quoi. On est arrivé, Ouais. en fait, on est passé de 200 000 euros de chiffre d'affaires à presque 2 millions d'euros en fait en 2020-2021. Hein. Ouais, ouais. On est On a monté une tapé les équipe tops. de 17-18 collaborateurs, avec 2 assistantes, avec un directeur d'agence. Donc voilà, c'était vraiment en fait, on a compris très très vite en fait qu'on s'était démarqué par nos compétences Ouais, en c'est fait. ça, c'est ça. Exact. Et ouais, je me souviens très bien de cette phase-là. En plus, on était relativement jeunes. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu aussi une rarification un peu des locaux. C'est-à-dire que les locaux, il y en a eu moins à vendre avec le temps. À l'époque, il y en avait quand même plus à vendre qu'aujourd'hui. Et donc, en fait, Bah, il y a un lien en fait avec la crise des subprimes, hein, de toute façon en fait. Hein. Nous dans le marché où on était en fait, c'était une crise des subprimes, mais pas que. Il y avait toute une crise en fait économique, beaucoup de sociétés en fait, d'entreprises euh, ouais, qui vendaient peut-être les bureaux. qui vendaient leurs Ouais, locaux, qui rendaient les clés aux bailleurs, qui voulaient remettre en location. Nous on a fait beaucoup d'implantations en fait d'enseignes dans cette période-là. Hein. ouais, c'est ça. Et c'est ça. Et donc, du coup, on a ouvert plusieurs agences. Quand le résidentiel Ouais. va mal, l'activité commerciale, l'immobilier commercial va bien. Mhm. Ouais, Parce c'est vrai que qu'il des fois, ouais, y a ouais. des changements en fait, très rapidement en fait, de locaux, de bureaux. Là, on voit aujourd'hui, je te parle en 2023, euh, post-Covid, le marché de l'immobilier de bureau en fait, s'est cassé la gueule. Pourquoi? Télétravail. Et puis les entreprises se sont rendues compte que les surfaces Mhm. de leur bureau en fait, n'étaient plus adaptées en fait, à leurs besoins. Donc, on a eu en fait Ouais. des locaux qui se sont libérés, des valeurs locatives à la baisse. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu prends les CPI spécialisés dans les bureaux, en fait, ils sont dans le mal. Hein. Ouais, ouais. Ouais, il y a eu il y a eu des difficultés, les Les taux taux de de remplissage sont pas bons. Hein. Ouais. pas bon du tout. Ok. Donc après, on a monté quand même plusieurs agences. Donc tu as été finalement, t'as été un très bon. Moi, je me souviens, tu été un excellent directeur de l'équipe de Saint-Ouen. Quand on a ouvert, quand on a redéveloppé Drancy, je me souviens qu'on a développé deux équipes commerciales différentes. Donc une dans l'habitation, donc avec un directeur, Mhm. et une autre dans la location. On a vraiment monté une équipe pour développer à fond la gestion parce qu'on Ouais. avait aussi, on avait développé la gestion depuis 2013 de mémoire. Et donc il fallait une équipe pour Bah, louer, quand on pour aller s'est chercher les aperçu que mandats. nos investisseurs, en fait, en mur de Ah ouais, ils avaient boutique, des locaux. Ouais, ils avaient des locaux commerciaux en fait, qu'on leur c'est ça. vendait, et pour en fait, on leur offrait en fait, un service clé en main, à savoir, on vous vend des locaux commerciaux et on assure en fait, la gestion locative en fait, derrière. Quoi. Exact. Donc c'est pour Et ça en fait, qu'on a développé en fait, la partie gestion locative. On faisait beaucoup de transactions, donc on avait beaucoup de biens à gérer, et pour le service en fait, qu'on pouvait apporter à nos investisseurs, ben, voilà, si c'est ça. l'acquisition est bonne, la gestion est bonne derrière, ce sont les investisseurs qui réinvestissent du coup en fait, et, Ouais, et tout se passe bien. Quoi. ouais, c'est ça. Et du coup aussi, ce qu'on a, c'est que on a ouvert une autre agence à Sevran. Ouais, On a continué de se toujours dans le développer. 93. Hein. Et bon, là, il y a la crise. Et concrètement, donc tu as vraiment tout vécu. Tu as vécu le collaborateur, le manager, le directeur, le patron. On a eu le groupe à gérer. Mhm. Donc on peut vraiment, vraiment légitimer en fait, Bah, en ton fait, expérience. Hein. disons qu'aujourd'hui, même si en fait, j'ai que 35 ans, en fait, j'ai commencé l'immobilier en fait, à 20 ans. Hein. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je me suis occupé aussi de toutes les formations au niveau en fait, de tous les collaborateurs. Chaque collaborateur qui a intégré le groupe, que ce soit en transaction résidentielle, en transaction commerce, je les ai formés en fait, à notre méthode, en interne, directement. J'ai jamais délégué en fait, la formation à personne d'autre. Et aujourd'hui, tous les collaborateurs sont extrêmement bien formés en fait, aux techniques commerciales et excellent en fait, dans leur domaine. Hein. Bah, d'ailleurs, je me souviens, hein, moi quand j'ai démarré en alternance et que j'ai été aussi à l'époque, quand tu m'as formé en fait, hein, c'est plus toi qui m'as formé Je t'ai que. formé, c'est vrai que je t'ai formé. Ouais, c'est ça. Je me souviens des petits tours en voiture où on faisait le monde en porte-à-porte sous la neige. Euh, et en fait, je me souviens d'une histoire qui m'a choqué, d'où la puissance de la formation commerciale, puisque moi, j'étais pas non plus, j'avais pas forcément une appétence pour le commerce Mm. à la base. Et je me souviens avoir fait un de mes premiers rendez-vous où le but c'était de prendre une exclusivité et surtout de négocier un prix. Mhm. Je me souviens d'avoir été en concurrence avec deux grosses agences du secteur. Mhm. J'étais face au directeur d'une des agences et l'autre un collaborateur mais qui était là depuis des années. Mhm. Et donc j'ai récupéré le contact en porte-à-porte. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de panneau, rien, j'avais tapé à la porte et j'avais récupéré le contact. Je tombe sur un couple qui a besoin de vendre. Je me souviens avoir récupéré
je la fais courte, mais je me souviens avoir récupéré une exclusivité, je crois 30 000 € en dessous du prix que les autres avaient estimé. Donc c'est-à-dire que la personne, je l'avais vraiment Ouais. démonté, j'avais juste appliqué une méthode, je me suis pas rendu compte. Et quand on a C'est fait la visite groupée, après, je me suis rendu compte que j'ai juste estimé 30 000 € en dessous de la vraie valeur. Et la force commerciale, du coup, c'est la puissance de la méthode de vente qui a toujours fait la différence. c'est ça. Après, c'est vrai que nos méthodes en fait qu'on a développées nous en fait au fur et à mesure des années sont devenues en fait juste énormes en fait. Hein. J'ai jamais vu en fait de méthode en fait aussi poussée en fait Ouais, c'est vrai. aujourd'hui. Mais par contre, il faut pas en abuser. Voilà. Disons que c'est ce que je dis systématiquement en fait en formation, c'est je vais vous former en fait à réussir, mais n'en abusez pas en fait, parce que on peut vite en fait, Ouais, léser un client, quoi. on peut vite Ouais. léser un client en fait, même c'est ce que tu racontais, hein, même involontairement, on peut le léser en fait. Je me souviens que Voilà. c'était arrivé avec des voisins d'ailleurs. Voilà, faut faire très attention. Faire attention, ouais. Et ok, très bien. Du coup, pour faire la transition et basculer un petit peu dans le monde, dans ta relation avec les courtiers, avec le financement bancaire, surtout qu'on est en pleine crise, c'est un vrai sujet, du crédit. Donc, c'est quoi pour toi un bon courtier en primo? On en a vu plein en 15 ans passer dans l'agence. C'est quoi pour toi un bon courtier Bah, il y a plusieurs réponses en fait à ce que c'est un bon courtier. Déjà, la première en fait qui me vient en tête, c'est celui en fait déjà qui va sortir les crédits. Voilà. Ouais. Il faut pas oublier qu'il y a des courtiers en fait qui se présentent comme étant en fait de top courtiers, des super courtiers, qui finalement en fait sont juste en fait des administratifs qui classent en fait des documents par ordre en fait les 3 fiches de paie, les 3 relevés de compte, les avis d'impôt, et qui envoient en fait à des banques sans même en fait aller rencontrer en fait le banquier. Le bon courtier, c'est celui en fait qui va premièrement sortir en fait les financements, qui soient des financements faciles ou des financements extrêmement compliqués, voire infaisables. Voilà. Le bon courtier, c'est ça. Je te parle en fait en tant qu'agent immobilier. Le bon courtier aussi pour nous, c'est quelqu'un qui va être très transparent, extrêmement réactif. Hein, quand en fait on envoie en fait un premier jet de documents en fait au courtier, nous en fait on procède toujours par une prévalidation. Ça veut dire, je reçois moi en tant que directeur d'agence les informations financières en fait du client, sans les relevés de compte bien entendu. Dès que je les reçois, déjà sur la capacité d'emprunt, je peux déjà faire en fait une étude. La règle des 35% d'endettement, on la connaît tous. Voilà, on regarde, est-ce que ça rentre ou pas, sur la base en fait des revenus. Oui, ça rentre. On a quelques questions à poser à l'emprunteur. Est-ce que vous avez des crédits en cours? C'est du déclaratif, hein, on ne peut pas le vérifier, mais est-ce que vous avez des crédits en cours? Combien vous avez d'apports sur les comptes aujourd'hui? Voilà, donc on sait tout ça. Nous, à partir de ce moment-là, en fait, on fait une prévalidation. C'est-à-dire quand on envoie au courtier, pour nous, on est déjà quasiment convaincu en fait de la possibilité en fait de sortir en fait le financement. On est quasiment convaincu. Donc le courtier derrière, ce qu'on attend de lui, ce qui fait la différence entre un bon ou un mauvais courtier, c'est qu'on lui envoie un dossier qui est quasiment complet. On ne peut pas avoir la complétude complète parce qu'on n'a pas les relevés de compte. Mais ce qu'on attend de lui, c'est un retour. Et un retour en fait en disant, tu peux signer ton compromis de vente, je te le sors. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important en fait pour nous. Ouais. Donc le bon courtier, c'est celui qui répond à son téléphone et qui nous Ça paraît envoie. basique, hein, mais, Bah oui, mais mais c'est vrai qu'on a eu des cas où où ils sont abonnés absents. Ouais. Je peux appeler 10 fois, 30 fois, 50 fois, ça ne répond pas. Oubliant par là que quand on transmet en fait ces informations-là, derrière en fait il y a forcément le fonctionnement d'une agence immobilière. On n'est payé que si la transaction va chez le notaire. Donc 9 ventes sur 10 aujourd'hui sont à crédit. Hein, donc elles sont conditionnées à l'obtention d'un financement. S'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de vente. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'argent. Donc on est obligé en fait d'avoir cette prévalidation parce qu'on se doit en fait en tant qu'agent immobilier de vérifier la solvabilité en fait d'un client et c'est la meilleure garantie qu'on peut apporter en fait à un vendeur. Faut pas oublier que le vendeur dans l'immobilier, d'une manière générale, c'est lui qui nous mandate, c'est lui qui nous confie son bien à la vente. Ouais, c'est ça. Donc si tu sais même pas quoi dire parce que le courtier ne donne pas la réponse ni au client ni à toi. Bah, je reste dans l'incertitude. Ouais. Et du coup, mon collaborateur reste dans l'incertitude également. Et en restant dans l'incertitude, bah, il est sous pression. Est-ce que je vais faire la vente? Est-ce que je ne vais pas faire la vente? Est-ce que je vais être payé, pas payé? Voilà. Donc, à en l'inverse, fait, un bon courtier, ça te donne une situation de transparence constante. le bon courtier va répondre à son téléphone et va savoir tout de suite dire oui ou non.
Oui, je le prends, je te le sors. Non, je le prends pas parce qu'il sortira jamais. Et si je te le sors pas, c'est qu'il sortira nulle part. Donc c'est sans crainte. Voilà. Et si jamais il te dit, je vais le sortir, par contre, je prends un risque, c'est possible que ça sorte pas, mais je vais la tenter. Je sais pas, il y a un Ok, ATV qui c'est de la traîne. transparence. C'est ce que nous, on attend. Ouais. Nous, on attend cette transparence-là. Il y a un risque, très bien. Tu m'as transmis l'information, je te remercie. Je vais contacter en fait mon vendeur et je vais lui faire part en fait de cette information-là. Donc moi, j'appelle le vendeur. Bonjour monsieur, voilà, j'ai eu un retour du courtier, il me dit qu'il y a un risque sur le dossier. On n'a que cette offre-là. Ça ne bouge pas sur votre bien depuis des mois et des mois. Est-ce qu'on prend le risque, oui ou non? La décision en fait appartiendra de toute façon en fait au vendeur à la fin. Hein. Ouais, c'est ça. En comparaison peut-être avec les banquiers, Mhm. est-ce que aujourd'hui, si tu compares peut-être la relation avec le banquier, tu préfères passer par un courtier ou par un courtier ou par une banque? Je préfère passer par un courtier. Je Pourquoi? préfère passer par un courtier parce que en passant par une banque en direct, donc je l'ai fait, hein, j'ai déjà travaillé directement en fait avec des directeurs de banque. Le banquier en fait, même si le dossier est bon, il faut savoir qu'en fait une banque a ses propres critères de financement. Hmm. C'est-à-dire qu'ils veulent tant d'apport, et c'est un moule. Et tu rentres dans le moule, c'est bon, tu rentres pas dans le moule, c'est pas bon. Donc il faut tant d'apport. Et généralement, en fait, on va avoir aussi beaucoup de... Ils sont restreints, c'est-à-dire que ils ont un pouvoir de délégation jusqu'à tel montant. Et puis, c'est de toute façon, l'accord qu'ils vont émettre, c'est un accord sous réserve de la garantie crédit logement ou SACEF. Voilà, donc en fait, c'est jamais eux vraiment qui décident. Donc en fait, si tu veux, je viens compléter un petit peu ma réponse initiale. Le bon courtier, donc c'est celui en fait qui entretient de bonnes relations avec en fait le directeur de l'agence, qui se montre très réactif, mais qui arrive aussi en fait lui-même avec en fait un vrai partenariat, avec de vrais partenaires bancaires. Et lorsqu'un courtier passe la porte en me disant, moi vous m'envoyez des papiers et après j'envoie en fait à différentes banques et on verra, non, ça passe pas. Par contre, celui qui me dit, voilà, je travaille avec toutes les banques, mais j'ai des amis qui sont en fait banquiers. Parmi en fait ces contacts-là, c'est des amis à moi qui travaillent dans telle banque, telle banque, telle banque. Ils ont un pouvoir de délégation par rapport aux biens que nous on vend en fait, par exemple, qui est supérieur en fait à tous les biens qu'on a en vente. Euh, c'est eux qui décident en interne, c'est-à-dire ils ne prennent pas en fait ni une SACEF ni un crédit logement, ils vont prendre une hypothèque sur le bien. Ils maîtrisent l'édition des offres de prêt. Et en plus de ça, ils acceptent pourquoi pas en fait une délégation d'assurance. J'ai envie de dire en fait, voilà, ça, c'est vraiment en fait un atout et en fait une plus-value pour une agence immobilière. Ouais. Voilà, l'efficacité. En fait, on a beaucoup en fait de courtiers qui ont franchi la porte. On a testé. Voilà un dossier, voilà un autre dossier, voilà un autre dossier. Quand déjà ça répond plus au téléphone, quand en fait on t'envoie les refus en fait par mail comme ça sans expliquer le pourquoi du comment, alors même qu'on t'a vendu en fait ouais moi je sors tous les dossiers, t'inquiète pas. Non, Ouais, ouais, c'est ça. non ça passe pas. Ça Est-ce que passe pas. tu, est-ce que Donc le t'es, courtier ouais. doit arriver en fait avec son propre portefeuille bancaire en fait finalement. Il doit arriver en disant Ouais, avec voilà sa force de relation, son réseau. plus il a de relations et de bonnes relations, mieux c'est. Il Ouais. peut le passer par un ou par un ou par un ou par les trois et on verra bien. Mais voilà. Et je pense que même le courtier, en fait, lui-même, il doit savoir qu'il peut s'appuyer sur tel partenaire, tel partenaire pour tel profil de dossier, tel profil d'emprunteur. Voilà, il le sait. Donc c'est un gain de temps pour lui aussi. Mhm. Donc c'est vrai que il faut que les courtiers aussi, en fait, développent énormément en fait les relations avec leurs partenaires bancaires pour pouvoir justement arriver en fait en agence immobilière et dire derrière voilà, moi j'ai telle personne qui travaille là-bas, c'est un pote à moi, je le connais, tes dossiers en fait, je vais te les sortir avec lui. Ça, ok. On a confiance. En fait, en tant qu'agent immobilier, on a Mhm. confiance. Si en fait c'est pour faire allez, Ouais. on envoie par mail et puis si on a une réponse, et ben on est content. C'est vrai qu'on a vécu des périodes où les courtiers étaient débordés, ils recevaient plein de Mmh. dossiers, et là ils étaient durs à rejoindre, quoi. Bah, 2020, c'est 200 ventes hein, de notre côté. Hein. Mhm. 200 ventes. Hein. Donc, peut-être 70% des dossiers en fait sont passés entre les mains d'un courtier. Hein. Ouais, c'est à peu près les statistiques qu'on a mesurées. Et ok, du coup, est-ce que le courtier, tu le mets en relation avec tes collaborateurs? Non, jamais. 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 Le partenariat qui est noué en fait entre l'agence immobilière et le courtier en fait, déjà en fait, c'est un partenariat en fait qui est contractuel.
et qui doit rester en fait discret en fait. Donc nous en fait le courtier, comment est-ce qu'on le présente en fait aux collaborateurs? On le présente réellement comme étant un partenaire de l'agence. C'est-à-dire que lorsqu'il y a en fait, il est intégré directement au processus vente en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le courtier est intégré au processus vente. Donc le courtier n'a de relation qu'avec le directeur d'agence ou son assistante, mais jamais avec les collaborateurs. Une raison très simple. J'ai été encore une fois en fait conseiller immobilier. Quand tu as fait une seule vente, tu n'étais qu'à une vente en fait, le mois dernier. Voilà, on prend le mois dernier. Que le courtier t'appelle, la période de conditions suspensives, 45 jours en moyenne. Voilà. Le courtier t'appelle au 45e jour, ton vendeur n'arrête pas de t'harceler pour te dire alors le crédit, alors le crédit, alors le crédit. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ton courtier, ouais, alors le crédit, alors le crédit. Quand le courtier t'appelle pour te dire désolé, je ne te le sors pas. Donc tu te retrouves dans une situation, en fait, où financièrement ça t'impacte directement, tu sais que cette vente-là, c'est terminé, et dans une situation où maintenant tu dois réparer les pots cassés auprès de ton vendeur. C'est-à-dire que tu dois dire à ton vendeur, écoutez, le crédit n'est pas passé, c'est vrai, désolé, je vous avais dit qu'il allait passer, mais finalement il n'est pas passé, et ça joue énormément sur ton moral. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais ces mauvaises nouvelles, parce que je traitais directement en fait, avec les courtiers en tant que conseiller immobilier, le lendemain, je n'avais pas envie de bosser. Je n'étais pas bien. Je n'avais pas le même punch en fait, quand j'arrivais en fait, en rendez-vous d'estimation, en prise de mandat ou en visite. Je n'avais pas le même punch. Donc du coup, en fait, pour éviter que ça joue trop sur le moral des équipes, d'accord, notre assistante commerciale et en fait notre directeur d'agence sont formés à annoncer ces mauvaises nouvelles aux collaborateurs pour les préserver justement dans leur activité. Donc c'est pas à eux en fait à constituer le dossier, c'est à l'assistante. C'est pas à eux en fait à faire le suivi du financement, c'est à l'assistante. Et en cas en fait d'échec, c'est au directeur d'agence d'annoncer la mauvaise nouvelle en fait au commercial. Justement pour bien séparer cette partie un petit peu chronophage qui est la récolte de documents, et on les laisse vraiment en fait dans ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire leur activité de prospection terrain, de rendez-vous d'estimation, de visite et de négociation. Toute cette partie de financement, en fait, on met vraiment une barrière en fait pour les protéger. Voilà. Il y a aussi ce truc, il y a évidemment des agences qui fonctionnent différemment. Bien sûr. Parce qu'il y a quand même une rétrocession. Alors pas tout le temps, parce qu'on préfère un dossier qui sort plutôt qu'un dossier qui est payé derrière pour récupérer 400 balles ou un partage d'honoraires. Les collaborateurs, eux, quand ils arrivent et qu'ils disent « Ah, j'ai un courtier, j'ai été démarché, j'ai une REM t'acceptes ça ou t'acceptes pas? Pareil, dans le même... Non, je l'accepte pas. C'est ça en difficulté. Alors pourquoi je l'accepte pas? Parce que cette rétrocession en fait, qu'il a négociée avec son courtier dépend de quoi? De la sortie du dossier. Est-ce que le crédit va passer? Donc on peut prévoir en fait un système de rétrocession d'honoraires en tant qu'apporteur d'affaires, mais si le dossier ne sort pas, il n'y aura pas de rémunération derrière. Et puis même nous, dans l'approche en fait avec nos courtiers, moi-même, la rémunération, elle est au cas par cas. Sur un dossier, par exemple, extrêmement difficile, extrêmement compliqué, avec des ATD, il n'y a pas d'apport, titre de séjour qui arrive à expiration, quelque chose de très compliqué. Bon, moi je dis au courtier, écoute, voilà, tu mérites, en fait, tu vas te battre pour ce dossier-là, tu mérites, en fait, si tu veux, 100%, me rétrocède de rien. Tu me rends service, en fait, en me sortant ce dossier-là, donc prends. Ouais, quand ça passe. Voilà. C'est ça. À l'inverse, un dossier qui est extrêmement facile, voilà, couple de fonctionnaires, bonne situation bancaire, reste à vivre important, voilà, vraiment quelque chose en fait, ça passe comme lettre à la poste. Bon voilà, on est plus exigeant en fait là-dessus. Ouais. Puis aussi on a remarqué aussi qu'une bonne agence, c'est aussi une agence qui a des bonnes règles et des règles justes de gestion des mandats en interne. Bien sûr. C'est le cas, il y a 4 offres dans la journée qui sortent parce que tu as 10 commerciaux ou même 4-5 commerciaux avec un produit qui est sympathique. Il faut des règles qui soient justes. Bien sûr. Il ne faut pas commencer à engager. Et c'est pour ça en fait que les courtiers doivent véritablement en fait discuter de ça en fait avec les directeurs d'agence ou avec les gérants. Ils doivent vraiment identifier les besoins de chaque agence. C'est-à-dire que nous, nos besoins sur une grosse structure en fait avec un gros volume d'affaires et dans notre secteur de notre zone de chalandise est complètement différent en fait d'un indépendant qui travaille dans Paris et qui fait du luxe.
C'est pas la même chose. Donc je pense que les courtiers doivent pas avoir en fait une approche globale en fait du métier, mais doivent en fait véritablement s'intéresser en fait aux besoins de l'entreprise et se conformer finalement à l'organisation de chaque agence. Et à partir de ce moment-là, en fait, ils vont pouvoir répondre au plus proche, au mieux, aux besoins en fait de l'entreprise. Ok. Ouais, donc finalement, pour toi, le courtier, le bon courtier, c'est le courtier qui sort les prêts, même les prêts difficiles. Ah oui. Le prêt facile, en fait, il n'y a aucune valeur ajoutée, Bah tant non. que le client est vers sa banque. Euh, je sais que tu as toujours le réflexe, on a eu des courtiers qui sont passés par l'interview, et c'est vrai que c'est tout le temps le truc de dire la plupart des gens vont voir le courtier quand il y a une difficulté. Et le banquier, il a la capacité d'aller voir telle ou telle banque et de sortir parce qu'il va rentrer dans tel ou tel moule, donc ça, c'est une valeur ajoutée qui est énorme. On n'est plus à l'époque du crédit foncier. Hein. Ah ouais, c'est clair. On a vécu des phases. Nous, à l'époque, on avait tout acheté en alternance. C'était pas du tout pareil, en 110% et tout. Ça n'existe plus aujourd'hui. Et donc, la transparence, la réactivité, justement, l'écoute et sa capacité à s'adapter à ton fonctionnement, qui peut être très différent d'une agence à l'autre. Est-ce que tu as eu des courtiers qui se sont vraiment plantés sur le technique il y a l'offre de prêt à signer. Ils se plantent dans la rédaction de l'offre ou sur les assurances. Alors en fait, disons que le courtier en fait de son côté, c'est pas lui qui, comme tu le sais, c'est pas lui qui édite en fait l'offre de prêt. Donc en fait c'est la banque. Depuis 2020-2021, tout est dématérialisé. C'est-à-dire que l'offre de prêt maintenant en fait arrive directement en fait sur l'espace client, l'espace personnel de l'emprunteur. Le bouton en fait est figé pour l'acceptation de l'offre jusqu'au 10e jour. Il peut signer qu'à partir du 11e. Ça se débloque, il reçoit des mails. Donc vraiment en fait depuis en fait la dématérialisation, il n'y a plus d'erreur possible. Ouais. Moi je me souviens à l'époque où les clients recevaient en fait leur offre de prêt dans une grande enveloppe marron dans la boîte aux lettres. Donc, déjà il ne fallait pas qu'il y ait de problème de courrier. Et puis les clients, en fait, pouvaient mal parapher chaque page ou mal mettre la date de réception de l'offre avec la date de renvoi de l'offre. Ils mettaient la même date, ils renvoyaient ça à la banque, qui du coup, en fait, annulait, renvoyait le prêt. Ouais, on a vécu donc voilà, il y a vraiment eu un choc de simplification, en fait, avec la dématérialisation des documents, en fait, aujourd'hui. Ouais, j'ai compris. Donc c'est moins possible, finalement, d'avoir une erreur de montage. Tu prends aujourd'hui une banque comme Boursorama. Boursorama, aujourd'hui, en fait, le parcours client, il est 100% dématérialisé. C'est-à-dire en fait que tu charges en fait tous tes documents sur l'espace client, tu fais ta demande de prêt et tu ne rencontres jamais le banquier ni le courtier. Tout se fait en fait en ligne. Et c'est ça, c'est vers ça qu'il faut tendre en fait. Ouais. Ok. Est-ce que tu as eu des courtiers qui étaient chers? Parce que les courtiers sont de moins en moins payés par les banques. Ils ont moins en moins de conventions. Donc les courtiers doivent se rémunérer sur le simple paiement du client, donc à la réussite généralement. Est-ce que tu as déjà eu des freins de clients qui ont trouvé que les honoraires étaient trop chers du courtier? Tu as déjà eu des courtiers qui ont vraiment allumé un client D'une manière générale, en fait, celui qui paye trouve toujours que c'est cher. Donc que ce soit nos honoraires, que ce soit le prix du bien qu'il achète, que ce soit les frais bancaires, les taux, voilà. Il faut partir du principe que tout est cher. Le courtier, il est dans un domaine d'activité de service. Donc aujourd'hui, en fait, il fixe librement en fait, ses honoraires. Moi, après, de mon côté, si le client en fait, accepte, eh ben, tant mieux. S'il refuse, le client est libre en fait, d'aller voir un autre courtier ou passer directement à sa banque. Mais d'une manière générale, en fait, les frais proposés par les courtiers sont corrects. Et puis si en fait le courtier estime qu'il va passer plus de temps sur ce dossier-là parce qu'il est beaucoup plus compliqué et que sans lui ce dossier ne sortira jamais, eh ben c'est normal en fait qu'il se paye en fait un peu plus là-dessus. C'est normal. T'as déjà eu affaire à des mauvais courtiers? Vraiment des gens qui t'ont... Bien sûr, bien sûr. Il y en a eu quoi. Bien sûr, mais en fait il faut comprendre que le mauvais courtier... mauvais dans ta case, dans ce que tu... Le mauvais courtier en fait... il n'a pas conscience d'être un mauvais courtier. Il n'a pas conscience. Juste, en fait, il est négligent. Et cette négligence, en fait, impacte énormément, en fait, la vie d'une entreprise, d'une agence immobilière. Encore une fois, le courtier en qui, en fait, une agence immobilière, quand elle a un partenariat avec un courtier, elle s'en remet, en fait, entre les mains du courtier pour l'issue de sa vente et de ses honoraires. D'accord? Et du versement de sa commission. Donc, en fait, le courtier qui
est extrêmement négligent dans son montage de dossier, qui ne fait pas de retour ou qui tout simplement en fait, je sais pas, défend mal son dossier, je sais pas comment il peut faire, et ben ça a un impact en fait direct en fait sur l'agence immobilière. Donc oui, oui, effectivement, j'ai eu des très mauvais courtiers en fait, mais on les arrête direct. Et après ils peuvent revenir nous voir, la porte Ouais, elle est c'est fermée, fini, hein. c'est Ah fini, ouais, ouais, c'est la fini. porte elle est définitivement fermée, hein. Question bête, quand tu as un courtier, par exemple, parce que c'est vrai qu'il faut un suivi, une transparence, une activité, Mhm. bon, les courtiers ils ont une vie, euh, quand ils partent en congé, tu as déjà eu des difficultés à gérer même un très bon courtier en fait, qui a juste besoin de couper 3 semaines dans l'année, Est-ce qu'un agent immobilier quand il part en vacances il ferme son téléphone? en fait c'est impossible. C'est pas des On métiers fait le où... même job, hein. Ouais. On fait le même métier, hein. Hmm. Le courtier, en fait, de son côté, la seule différence, c'est que lui, il est tributaire, justement, en fait, des vacances des banquiers. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est ça, en fait, la différence. Mais un bon courtier comme un bon agent immobilier, en fait, son téléphone est là. Alors, il peut limiter, dire, voilà, je suis en congé cette semaine, mais t'inquiète pas, je suis en cours sur ton dossier. C'est rassurant. Hmm. Voilà. On ne dit pas, en fait, qu'il faut être hyper intrusif, en fait, dans la vie de nos partenaires. Ouais. On dit juste, en fait, que, voilà, on fait le même job, on a le même but. Hein. C'est vrai que j'avais vu, on avait vécu, je me souviens à l'époque, ça fait longtemps, hein. Et je me souviens avoir eu un courtier qui me dit, voilà, moi quand je suis en vacances, j'ai mon binôme. Mais en fait, ça fonctionnait pas parce Non, que non. il faut ces deux relations différentes. Il faut un interlocuteur. Ouais, enfin, l'interlocuteur. Fin de l'histoire. Sinon, c'est trop compliqué à Un gérer, seul surtout interlocuteur quand t'as du volume. et tout va bien. Ouais. Je me souviens aussi d'une phase qui était intéressante. Je me souviens d'un moment donné, je crois que ça devait être en 2017-2018, il y avait un délai d'obtention de crédit qui était hyper long dans l'agence, je me souviens. On avait mis notre nez dedans, on a dit mais comment c'est possible qu'on se retrouve avec des délais de vente à 6 mois, à 7 mois. Et je me souviens ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dédié une assistante à la gestion du projet. Et en fait, finalement, on avait, avec les courtiers qui jouaient le jeu, imposé le dépôt du dossier à notre courtier. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu disais, voilà, Alors, il nous faut l'accord du courtier avant, au moins un aval positif. alors disons que nous, en fait, toujours dans... On avait même enchaîné les compromis de vente, je crois. Voilà. En fait, disons que nous, en fait, au stade du compromis de vente, en fait, le courtier, en fait, qui a étudié le dossier en amont, il n'est pas sûr d'être payé, hein, parce que voilà, je comprends aussi en fait le Ouais, courtier qui va faire 10 simulations par jour et finalement il va avoir 0 dossier arrivé. Ouais. Nous, ce qu'on fait en fait dans notre organisation, encore une fois, c'est une organisation qui nous est propre, hein, c'est-à-dire que c'est pas au stade en fait de la rédaction du compromis de vente, dans la clause en fait des conditions suspensives, on peut en fait prévoir une clause bien spécifique qui prévoit en fait que l'emprunteur, donc l'acquéreur pour nous, s'engage en fait à déposer son dossier de financement à tel courtier. C'est-à-dire qu'il peut avoir 2 refus de prêt de sa propre banque et d'une autre banque qui va solliciter, mais en tout cas, la condition suspensive sera éteinte par le fait d'avoir un refus également en fait, de notre courtier. Et généralement, le courtier qui nous a validé la signature de ce dossier-là, il va le sortir. Donc ça nous permet même d'avoir la main pour éviter les refus de complaisance. Ouais, ça on en évite Parce pas mal. qu'un acquéreur aujourd'hui qui ne veut plus acheter son bien, il a trouvé autre chose ou finalement il veut se rétracter. Donc il a la période de rétractation. Mais s'il est hors période de rétractation, la condition suspensive suit qu'il aille voir 2-3 banquiers. Bonjour, c'est moi. Demain, il ne veut plus acheter. Voilà, j'ai mon dossier ici. Par contre, je vous préviens, je vais être au chômage dans 1 mois. J'arrête l'entreprise, je vais démissionner le mois prochain. Est-ce que vous pouvez me prêter ou pas? Forcément, la banque va dire non. Et ben hop, la vente en fait devient caduque. Donc en fait, c'est pas en imposant, c'est que la condition suspensive, de leur côté, en fait, ils s'engagent en fait à déposer leur dossier en fait auprès du courtier et d'avoir un refus en fait. On a déjà eu des accords sur des mecs qui t'envoyaient des refus et qui voulaient t'engager. Bien sûr. Et le courtier en fait a fait son boulot. Et Évidemment, mais évidemment. Et tout ça dans l'intérêt de qui? Du vendeur. Ouais, c'est ça, à la fin. Dans l'intérêt du vendeur. Ouais. Faut pas oublier que nous, on travaille, on a des activités de service comme les courtiers en prêt immobilier. Et donc, de notre côté, en fait, on est très à cheval sur la satisfaction client. Donc, un acquéreur, en fait, qui essaye de s'échapper, en fait, en prétextant un refus de prêt, chez nous, ça ne fonctionne pas. Ça marche pas. Il faut défendre l'intérêt du vendeur. Chez nous, ça ne fonctionne pas. Ouais. Ok, bah c'est bien. Bah écoute, je te remercie pour ton intervention. Peut-être qu'il y en aura d'autres sur d'autres thématiques. Avec plaisir. Bah, j'espère que ça aura servi aux courtiers un petit peu à appréhender la relation avec l'agence immobilière. Et j'espère que tu auras aussi permis d'apporter un peu de recul aux collaborateurs dans l'immobilier qui vivent la crise ou qui démarrent dans le métier.
Donc, et puis je voulais remercier aussi les auditeurs. Donc, merci d'avoir encore participé à cette formation, à cette interview. Et puis je vous dis à la prochaine fois.